Ah Ah bah dis donc, la retraite. Qu'est-ce que ça fait du bien. Plus de facteur film. L'homme en noir, skip. On s'en est débarrassé. En même temps, les seuls Dragon Ball, j'ai envie de dire, c'était un petit peu un cheat code, mais bon, au moins ça passe. La guerre, tout ça. Ça fait plaisir que ce soit derrière moi. Puis bon, millions de vues sur YouTube quand même avec l'épisode sur la guerre. Voilà, la grande guerre de Factor Film. Quand je pense que ça m'a propulsé top tendance sur YouTube et sur Twitter, je sais pas si je l'aurais cru. Ouais, c'était le bon temps. Mais bon, l'âge commence à venir. Chaque chose a fait son temps. Le temps de passer à une autre aventure. Mais bon, maintenant c'est fini. Factor Film, bon, ça a fait son temps. C'était sympa. Bon, honnêtement, j'ai passé des bons moments. Mais bon, au bout d'un moment aussi, faut passer à autre chose. Je pense que j'ai plutôt profité de cette retraite pour faire d'autres activités. Je sais pas, moi par exemple, pourquoi pas reprendre les arts martiaux? Ah, ça peut être sympa. Peut-être même temps de fermer la chaîne. Je veux dire, la guerre, bon, ok, c'était sympa, ça a marché et tout. Mais depuis, pas eu d'autres vidéos sur la chaîne. Je sais même pas si je sais encore utiliser une caméra. Si je me mettais à la muscu aussi, ça pourrait être sympa. J'avoue que j'ai toujours rêvé de faire du step. Je me demande si j'aimerais. À voir. Mais bon, on va profiter de cette retraite pour faire d'autres choses. On est bien en plus dans cette petite forêt. On entend les oiseaux. On sent la nature. Non, c'est chouette. Puis bon, Factor Film, bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de films que j'ai pas critiqués. Mais c'est vrai que bon, rester que sur les arts martiaux, ouais, rester que sur les arts martiaux quand même, évidemment, ça limite un peu. Et puis bon, faut avouer qu'un des épisodes qui a le mieux marché, ça a celui sur la critique, qui était pas vraiment lié aux arts martiaux. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais regarder maintenant que je regarde plus des films d'arts martiaux? Ah oui, si je les critique pas, beaucoup moins d'intérêt à les regarder. Qu'est-ce que je pourrais bien regarder? Si je me... Non. Ouais, je pense que si je me remets un jour sur YouTube, si je réactive un jour la chaîne, ce serait pourquoi pas pour faire autre chose. Un truc qui n'a rien à voir. Ça sera toujours des vidéos, hein. Mais parler d'autre chose. Bon, d'un moment, parler tout le temps en martiaux, j'aime beaucoup. Mais bon, d'un moment, ça se répète, et puis bon, d'un moment, le côté arts martiaux, on le voit moins. D'un moment, critiquer, c'est vrai que ça devient en plus un peu lassant, donc bon, je pense que j'ai bien fait d'arrêter. Mais je crois qu'il y avait un truc dont je voulais parler, mais je me souviens plus c'était quoi. Ah oui, la fin de Game of Thrones, c'est vrai. Bon bah, on rempile.
c'est pas du tout là où j'habite. C'est pas du tout ma baraque. Et qu'est-ce que c'est que cette impression étrange? You are not safe. Ouf, ça doit être les voisins. Mais enfin bon, il est temps de reprendre le taf. Qu'est-ce que je disais déjà moi? Ah oui, salut tout le monde! Ces dernières années, le monde de l'audiovisuel a vu l'explosion d'un phénomène vieux comme le monde, à savoir les séries. Les séries, on en a depuis des décennies maintenant, et à chaque décennie, son lot de séries cultes. On peut citer en exemple Doctor Who et la 4ème dimension pour les années 60, House of Cards et Code Quantum pour les années 90, ou encore Malcolm et Dexter pour les années 2000. Et je fais exprès de donner des noms qui, je suis sûr, vont vous faire tiquer parce que j'aime titiller votre curiosité et j'aime vous faire douter de ce que je dis quand je vous dis par exemple Doctor Who ou House of Cards. Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas du tout des vieilles séries. C'est juste que ces séries sont tellement populaires qu'elles ont le droit à des remakes ou à des suites, même plusieurs décennies plus tard. Je crois que j'ai jamais autant prononcé le mot décennie de ma vie. Et s'il y a une série qui a fonctionné à un point où tout le putain de monde ne parle que de ça, c'est Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Ou GOT dans le milieu. Et oui, je sais, je suis pas débile au point de me dire que Game of Thrones est une série d'arts martiaux. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec les arts martiaux, mais c'est pour ça qu'il y a le petit HS dans le titre de la vidéo. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Personnellement, j'ai regardé l'intégralité de Game of Thrones que très récemment. La première fois que j'ai essayé, je n'ai pas supporté la série et je me suis arrêté à l'épisode 1. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Vraiment, ça va comme ça, hein? Mais, qu'est-ce que tu veux? Mais quand j'ai réussi à commencer cette série, j'ai absolument pas réussi à la décrocher. Pour la faire simple, cette série... C'est ce qui fait bander ma grosse bite. J'ai donc enchaîné la série en entier presque d'une traite. Mais premièrement, pour raison personnelle, j'avais parfois besoin d'attendre une semaine pour voir la suite et du coup, j'utilisais une lance anti-spoiler tout en regardant les théories faites à l'époque de la sortie et j'avais mes propres théories. Et j'en profite pour préciser qu'à partir de maintenant, il va y avoir des spoilers H24. Donc, si jamais tu n'as pas fini la série ou que tu n'as pas envie de te faire spoiler, eh ben... Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Et ensuite, je savais que la saison 8 était tellement détestée qu'elle a eu des pétitions pour qu'on demande à la rendre non canon et à qu'on refasse une nouvelle saison 8. Comme Star Wars 9. Et du coup, ben, j'ai vu la saison 8 et... Bah, j'ai beaucoup aimé. Non, je déconne pas, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de Game of Thrones. Alors oui, la saison est loin d'être parfaite, mais vraiment, il y a des raisons et des arguments à propos de cette fin de saison que je trouve soit illogiques, soit exagérés. Et pour vous montrer ma bonne foi, je vais d'abord montrer les points que j'ai le plus entendus et que je trouve abusés, mais ensuite les critiques avec lesquelles je suis d'accord, et mes critiques personnelles d'ailleurs. En commençant à chaque fois par le moins pire pour finir par le pire, peu importe la catégorie. Sans plus attendre, voici les points que je vais défendre bec et ongle en commençant par... Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poison pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie ma vie pour vous voir tous en ingurgiter. Sœur Mérine, escortez le prisonnier jusqu'à sa cellule.
Ce point je le mets en dernier car de tête, il commence saison 7, donc je sors un peu de cadre fin de série, mais en même temps, on y met surtout l'accent en saison 8. Beaucoup ont reproché le fait que Daenerys, lorsqu'elle arrive à Winterfell, prend un peu trop facilement le commandement et personne ne dit grand chose. D'une part, j'ai pas vraiment l'impression que Arya et surtout Sansa n'aient pas toujours montré de la sympathie envers Daenerys. D'autre part, ceux qui parlent du fait qu'elle ne possède que 3 dragons et que c'est un peu limite pour plier le genou comme ça, déjà elle n'a pas que des dragons, elle possède tout de même l'intégralité de l'armée Dothraki qui est une armée monstrueuse, et également les Immaculés, des guerriers fidèles jusqu'à la mort et réputés comme extrêmement valeureux au combat. Tandis que Jon Snow avait déjà ployé le genou devant elle, donc elle avait malgré tout l'appui du roi du Nord. Et puis pour revenir sur les dragons, on parle de bêtes dont des peuples prévoient des plans de malades pendant des années pour en tuer ne serait-ce qu'un seul. Et alors il y en a 3 qui la considèrent comme leur mère. En tuer un est considéré comme une prouesse monumentale et demande une préparation extrêmement longue, sauf quand on s'appelle le roi de la nuit bien sûr. Toi aussi t'as un dragon, tape dans tes mains. Donc même si on parle uniquement de dragon, je suis désolé mais c'est largement suffisant pour lui permettre d'obtenir le pouvoir sur un coup de tête. Et tout ça en enlevant un perso comme Tyrion qui est sa main et restant considéré dans tout Westeros comme un génie et un monstre de négociation. Donc voilà pourquoi, pour moi, Daenerys n'obtient pas le commandement de Winterfell sans raison crédible. Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poison pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie ma vie pour vous voir tous en ingurgiter. Sœur Mérine, escortez le prisonnier jusqu'à sa cellule. Eh, mais ça baise un max. Bon, ce point-là, on va aller très vite dessus parce que personnellement, je le trouve très con. En gros, beaucoup reprochent que Arya ait eu sa scène de sexe, déjà. Mais la plupart reprochent que ce soit également avec Gendry, avec qui au final, elle n'a pas eu tant d'interaction que ça passé la saison 2. Tout ça parce qu'on l'a vu grandir et que c'est l'impression de voir un enfant vers l'amour, pour le dire de manière très polie. Une pulsion sexuelle à assouvir d'urgence. Bon déjà, on va vraiment reprocher une scène de sexe dans Game of Thrones. La saison n'en a presque pas, et pourtant vous arrivez quand même à vous plaindre de l'une d'elles. Sans déconner, on a de l'inceste, des prostituées, des esclaves sexuels, mais non, 2 persos qu'on a montrés comme très proches et plutôt droits dans leurs bottes, n'ont pas le droit de tremper les biscuits. Beaucoup reprochent également à Arya de ne pas être restée avec Gendry par la suite, de l'avoir abandonné juste après. Mais déjà, Arya ne voulant pas devenir une dame, rester au chevet d'un homme va un peu à l'encontre de ses principes. Et ensuite, ce moment d'archéologie avec lance à incendie, pour le dire de manière très crue, Finesse. Maître mot du rire. n'a jamais été pour Arya qu'une expérience de découverte de son corps, avant de potentiellement mourir au cours d'une guerre contre des morts vivants immortels. Et quitte à ouvrir la moule avec le menhir d'Obélix, Finesse. autant le faire avec quelqu'un en qui on a confiance et qu'on apprécie beaucoup. Et puis, si on prend tous les hommes dont elle a été proche et qui sont encore présents à ce moment-là, on compte un petit gros qui n'est pas présent sur place et qu'elle considère plus comme un pote entre guillemets, entre grosses guillemets, son frangin donc on oublie, on a largement eu assez d'inceste comme ça dans la série, et puis l'amoureux de Tata, donc bon. Et on a le limier. Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poison pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie ma vie pour vous voir tous en ingurgiter. Sœur Mérine, escortez le prisonnier jusqu'à sa cellule. Alors celui-ci est particulier car je l'ai pas tant vu que ça, mais j'ai vraiment du mal avec cet argument. En gros, il est reproché à la fin de la série de mal gérer ses relations, que ce soit les retrouvailles des différents héros. Elle vient me s'enculer, putain. Oui. Rhaegal qui se laisse piloter par Jon Snow alors que ce dernier ne le connaît pas plus que ça. Je suis là-haut. Je suis un papillon. Je vole en liberté avec mes superbes ailes de papillon. Ou encore la relation de Jaime et Brienne qui passe d'abord de platonique à charnel pour ensuite être reprise par l'amour de Jaime à Cersei. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Bon, on va faire dans le désordre. J'ai fait comme vous pour la relation de Brienne et Jaime, bien que j'y ai jamais cru à leur histoire platonique. Pour moi, c'était évident qu'ils allaient finir dans le même lit à un moment. D'autant que plus la saison avance, plus on sent leur relation se renforcer. Mais bien que comme beaucoup de monde, j'aurais voulu que la relation de Brienne et Jaime soit la conclusion des 2 personnages, il faut réfléchir en logique d'écriture et scénaristique. On va revenir là-dessus par la suite, vous inquiétez pas.
Là, en l'occurrence, la relation entre Jaime et Brienne sert à 3 choses. Premièrement, montrer les bons aspects de Jaime Lannister. Et Dieu sait qu'au début, ça semblait difficile à imaginer qu'il y en ait. The things I do for love. Deuxièmement, elle sert à montrer une alternative à Jaime et lui montrer qu'il n'est pas bloqué dans son histoire sordide avec Cersei. Mais surtout pour moi, la troisième raison qui est la plus importante, montrer que Jaime est piégé par Cersei. Car oui, la série s'est pas mal vu reprocher ses incohérences entre les différentes saisons, mais ça, on peut pas. Le premier épisode se termine par la relation entre Jaime et Cersei, et déjà on voit que cette dernière est malsaine. La série n'arrête pas de montrer que Jaime et Cersei sont piégés dans cette relation, même si pour le cas de Cersei, on le montre un peu moins. Et provoquer cette rupture entre Brienne et Jaime, bien que très frustrante, je vous l'accorde, ne pouvait que se passer ainsi. Cette rupture nous prouve que Jaime, peu importe son évolution, ne pouvait pas se terminer autrement, et s'est vu rattrapé par la fatalité, montrant ainsi la tragédie d'un des personnages les mieux écrits de la série. Pour égaler Jon Snow, est-ce que j'ai besoin de rappeler que c'est un Targaryen? On nous a beaucoup parlé du côté légendaire, mythique et même draconique des Targaryens. En quoi c'est si surprenant que Jon puisse obtenir la confiance d'un dragon? Drogon, j'aurais râlé également car c'est le dragon de Daenerys, ça n'aurait pas eu de sens. Mais Rhaegal, c'est au contraire tout à fait logique qu'il se range derrière l'héritier légitime des Targaryens et donc des 7 couronnes. Et enfin, pour les retrouver un peu trop mielleuses, notamment des Stark, ils ont passé 8 putains de saisons à se chercher. Je rappelle que dans la chronologie, l'histoire se passe de l'an 298 à l'an 305. Merci Wikipédia. Ça fait 7 ans. Vous imaginez passer 7 ans à vous faire couper des membres, violer, maltraiter, vivre dans la violence et lutter tous les jours pour survivre? Dans quel état vous êtes lorsque vous retrouvez enfin les êtres qui vous ont manqué chaque putain de jour pendant ces nombreuses années? Je chiale, putain! Osez me dire qu'on n'aurait pas râlé en voyant des réactions fades et insipides. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très... Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poison pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie ma vie pour vous voir tous en ingurgiter. Sœur Mérine, escortez le prisonnier jusqu'à sa cellule. Vous vous souvenez quand je parlais de logique scénaristique et d'écriture? Et ben là, on est en plein dedans. Je tiens à le préciser tout de suite, s'il y a un personnage et un arc de personnage que je ne supporte pas dans GOT, c'est Bran. Je trouve le personnage tellement fade et tellement chiant. On dirait la pluie qui tourne, sauf que la pluie et le vent, le bruit est agréable. Bran, non! C'est nul! Je me suis toujours fait chier avec lui et j'avoue que lorsqu'il s'est absenté durant toute une saison, j'étais genre... Mais lorsque je l'ai revu, j'étais en mode... Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Du coup, quand on a vu que c'est lui qui est mis sur le trône à la fin de la série, oh la vache que ça a gueulé. Jusqu'au dernier moment, la tension était maintenue et lorsque fut annoncé... Oh non putain, pas lui! Et honnêtement, j'étais comme ça pendant quelques secondes aussi. C'était pas forcément un plaisir de voir Bran sur le trône. Mais bon, après, j'ai fait quelque chose qui a changé la donne. Et j'ai réfléchi. Et je me suis posé une question que je vous pose également. Et je vous demande de me répondre sans mauvaise foi. Qui d'autre que Bran méritait et pouvait, j'insiste sur le pouvait, monter sur le trône? Eh bien, vois-tu, c'est très simple. Il se trouve que... Quoi? En fait, par la science, je ne sais pas. Faisons un petit listing des candidats. Tyrion, prisonnier de guerre, impossible de le voir roi. Jon, meilleur moyen de provoquer une nouvelle guerre juste après le génocide de Daenerys, donc on va éviter aussi. Sansa, elle réclame l'indépendance du Nord, incohérent de la foutre sur le trône. Arya, elle désire partir à l'aventure et elle n'est pas faite pour devenir une reine. Gendry, difficile d'accepter un bâtard qui était recherché pour être abattu il y a encore peu et accessoirement, personnage beaucoup trop secondaire pour devenir roi. Des fois, faut réfléchir comme ça aussi. Yara, désir régner sur les mers, pourquoi la foutre sur terre? Samuel, Bronn, Brienne, blablabla, tous ces personnages secondaires avec des objectifs qui vont à l'encontre de celui d'être roi. Et pour finir, les personnages comme Edmure Tully ou Robin Arryn, je suis sûr que la part de vous les ont oubliés. Donc bon, je pense que ça suffit. Tully, pour le rappeler, c'est celui qui s'est fait dire assis par Sansa quand il s'est proposé roi, et Arryn, c'est le gamin assisté du Val. Il est nul. Non, il n'est pas nul, monsieur Morrison, il est timide, voilà. Il est timide, voilà. Écrasé par les responsabilités qu'implique un grand nom, on perd une partie de ses moyens dans un examen, voyons, c'est bien connu.
Maintenant pour Bran, on parle de la corneille à 3 yeux omnipotente et non sensible à ses intérêts personnels. Trouvez-moi un personnage mieux placé que lui pour être roi. Et pour tous ceux qui vont me dire que c'est pas normal parce qu'il ne peut pas enfanter. Mais vous le faites exprès ou quoi? Non, parce que juste après, Tyrion dit littéralement que le roi ne sera plus décidé par le sang mais par élection. Vous voyez bien que ça me fait chier sûrement plus que vous, et j'aurais pas cru vous dire ça durant les 7 premières saisons, mais Bran est le seul candidat crédible et cohérent au titre. De toute façon, quand on voit les vidéos pré-saison 8 des fans, on voit que tout le monde n'aurait que Daenerys ou Jon. N'importe qui d'autre aurait fait gueuler. Et en soi, je trouve ça couillu et plus intéressant de proposer quelqu'un d'autre. Je pense que c'est avant tout le fait que ce ne soit ni Daenerys ni Jon qui finissent sur le trône qui dérange les gens. Et avant qu'on ne cherche à me troller, je sais que le trône est fondu, donc quand je dis finir sur le trône, c'est une image. Tu te calmes. N'empêche, regardez sa tête de con quand on lui dit qu'il est roi. Ah, mais j'y en cru, c'est con. Depuis le début, il croit que j'ai les pouvoirs alors que je fais qu'imiter l'Undertaker. Je vais pouvoir demander à l'autre nain de me torcher, ça lui apprendra la vie à ce bâtard. Il va voir ce que c'est que de devenir ma main. Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poison pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie ma vie pour vous voir tous en ingurgiter. Sœur Mérine, escortez le prisonnier jusqu'à sa cellule. Alors, cet argument-là, mais on l'a à toutes les sauces. Matin, midi, soir, on l'a, mais tout le putain de temps. On le voit et on l'entend tout le putain de temps, cet argument-là. Juste pour les deux du fond qui ont désactivé Internet depuis 2019, beaucoup reprochent le non-développement et l'arrivée soudaine, sans ironie dans ma voix, de la folie de Daenerys. A priori, ça en a choqué plus d'un qu'elle fasse un génocide par pure folie en fin de saison 8 lorsque Poréal s'est rendu. Alors j'ai une question pour tous ceux qui mettent en avant ce défaut comme étant celui qui justifie les pétitions contre la saison 8. Est-ce que vous avez regardé la même série? Ou alors c'est pas possible, vous êtes arrêté, vous avez commencé la saison 8. Non parce que, c'est juste pas possible. On parle bien du même personnage, Daenerys Targaryen, c'est bien ça. Targaryen, la famille la plus tarée de tout Westeros. Déjà rien qu'avec ça, on peut ne pas être surpris qu'elle n'ait pas la lumière à tous les étages celle-là. Dès la saison 1, on nous montre un personnage pas si sans esprit que ça. Regardez sa réaction à la mort violente de son frère. Bon, c'était un fils de pute, mais quand même, ton frère ou ta soeur se brûler le crâne, t'as un peu plus de réaction que de te demander ce que tu vas manger ce soir. Je rappelle également que la meuf a déjà mis en jeu son peuple et ses dragons. Et après on est surpris qu'elle fasse ce génocide de tout port réel. La meuf a souvent fait des menaces violentes pour arriver à ses fins. D'ailleurs son discours change au cours de la saison. Certains parlent d'audace ou d'arrogance, mais que ce soit ça ou un coup de folie, ça n'aide pas à la rendre sympathique. Je suis désolé, mais dès les saisons 5 et 6, elle n'est pas beaucoup mieux que Cersei comme roi de Westeros. Je pense qu'elle n'avait pas calculé d'utiliser l'approche « ralliez-vous ou soyez libre » pour atteindre ses généraux, et passer après pour une dictatrice. Mais ça ne fait que justifier qu'elle est folle. Si c'était volontaire, et encore une fois je ne crois pas, là, elle serait juste très intelligente. Si c'était involontaire, elle est juste tarée. Souvenez-vous de comment elle s'est enfuie de chez les Dothraki. Elle brûle leur putain de hutte et on est fiers. J'ai un peu l'impression que tout le monde a oublié l'attaque des Dothraki, épisode 4 saison 7, lorsque Randil et Deacon Tyrlis se sont fait exécuter froidement, enfin chaudement. Admettons pour eux, bien que ça n'ait servi qu'à inspirer la terreur, elle n'avait pas besoin de faire cette exécution publique. Et vu le regard qu'elle porte à Tyrion, pas sûr que ça relève du leader sain. Lorsque Jon lui prouve par A plus B que les marcheurs blancs sont une menace très sérieuse pour elle et tous les peuples, elle accepte de l'aider, seulement s'il ploie le genou. Cette meuf est juste un tyran, elle n'a rien de la leader révolutionnaire dont les persos parlent et dont les fans parlent. La salope. Et je n'ai même pas cité d'éléments de la saison 8 avant qu'elle ne brûle son putain de Port-Réal. Pas un seul. Entre les nombreuses menaces faites à Tyrion, l'exécution de Varys, le choc psychologique de l'exécution de Missandei, les sous-entendus contre le Nord, le caprice sur Jon pour qu'il garde son secret alors qu'il ne comptait pas le divulguer. Non mais juste regardez ses yeux par simple peur qu'il la trahisse, alors que ça n'arrivera pas, ça n'a absolument aucune chance. Psychopathe. Certes, c'est sûrement son acte le plus cruel, mais son génocide est loin d'être son premier acte de folie.
Après, si ce n'est pas de la folie, c'est de la tyrannie consciente, et c'est clairement pire. Donc soyez heureux lorsqu'on parle d'elle comme d'une folle, parce que sinon, ça ferait d'elle une crapule, pire que Cersei, Ramsay et Joffrey réunis. Et puis je suis désolé, mais quand est-ce qu'elle montre des signes de rédemption? Elle ne s'excuse jamais des actes odieux qu'elle a commis, et plus le temps passe, moins elle ne montre de signes qu'elle va changer. 50 $. Pardon? C'est une pute, 50 $, ça couche tout de suite. Donc non, pour moi cet argument n'est pas valide et n'est que la conclusion logique du personnage de Daenerys. La faire finir comme la gentille reine de Westeros après tous ces événements aurait été tellement plat et fade. Voilà pour les critiques qui me posent problème et qui pour moi ne sont pas de réels défauts. Mais pour vous montrer ma bonne foi, je vais vous énoncer également 5 défauts que je considère comme des vrais défauts de cette fin de série. Parce qu'elle n'est pas parfaite comme je l'ai dit. Donc voici une petite liste également de 5 défauts que je reconnais amplement. Oui, ce point approché à cette saison 8, pour être honnête, je suis assez d'accord. L'assaut de Traki pour la bataille de Westeros est un excellent exemple. Daenerys qui envoie ses unités au casse-pied presque sans réfléchir, c'est loin d'être une bonne stratégie. Et effectivement, on est loin des stratégies exemplaires des premières batailles de la série. Oui, la compagnie dorée est un teasing complètement gâché. On nous la tease comme une arme quasi ultime avec notamment des éléphants. Et déjà, on ne nous montre que 4 Pékins en armure dorée, ils se sont fait balayer d'un souffle. Pourquoi nous avoir autant parlé de cette armée pour la foutre à la poubelle comme ça? Difficile de justifier ce défaut, en effet. Ça va être tout noir. Ah ça, bon, difficile de passer outre, la bataille contre les marcheurs blancs est trop sombre. Ce qui me frustre, c'est qu'on peut y trouver des explications de par le fait que c'est à leur meilleur, qu'on peut tomber sur les généraux et surtout le roi de la nuit. Mais non, je suis désolé, aucune justification du monde ne peut aider une bataille que l'œil humain ne peut voir. On n'y voit rien du tout. Sans parler du fait qu'on a déjà vu les marcheurs blancs se battre de jour, donc c'était même pas obligatoire scénaristiquement de nous faire cette bataille de nuit. Non, vraiment, ça je peux pas le défendre. Comment voulez-vous qu'on ait de la peine pour les personnages quand toutes les 30 secondes vous êtes obligé de monter la luminosité de votre écran? Prepare for the most epic battle of all time that nobody will see because it's too dark and we'll say it's because they have bad TVs. Everyone, fire! Assez, c'est ignoble, c'est ignoble! Y a plus de mots! Enculé! Alors ça, je ne réponds plus de rien. J'ai jamais supporté ce perso, mais en saison 8, c'est vraiment sa pire période. On lui montre un marcheur blanc, à quel point il est dangereux. Elle refuse l'alliance. On lui prouve par A plus B qu'elle va se faire démolir par Daenerys, mais lui envoie une dernière attaque en décapitant Missandei. Et puis cette tête, mais tellement hautaine et méprisable. Et puis sa mort, beaucoup trop gentille par rapport à ce qu'elle mérite. Oui, pour moi, l'avoir ensevelie avec son frère, c'était clairement pas suffisant. Cersei est un personnage méprisable, considéré par beaucoup comme l'antagoniste principal de la série, donc c'est normal de la voir agir de façon à se faire détester. Mais il faut que ça suive la logique du personnage, et en l'occurrence, non. Cersei veut asseoir sa domination en tant que reine des 7 couronnes, mais refuser une alliance permettant non seulement de combattre une armée qu'elle sait bien trop grande, et lui permettant de découvrir les failles de l'armée de Daenerys de l'intérieur reste stupide. Surtout quand ton excuse c'est « La la la, ils n'arriveront pas à Port-Réal, la 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 ». Vous êtes ce qu'on appelle communément une merde. Pour moi, l'obstination de Cersei reste l'un des plus gros points négatifs de cette saison. Car oui, pour moi, il y a un point qui à lui seul aurait dû pour moi faire
profit de la plupart des autres défauts et qui aurait dû être le défaut numéro 1 de cette fin de série. Je veux bien sûr parler de... Vraiment, vous m'auriez dit durant la saison 1 que le principal défaut que j'accorderais à cette saison 8, et même à cette fin de série, serait Tyrion. Bon, déjà, je vous aurais cassé la gueule parce que vous m'aurez fait un putain de spoiler, mais ensuite, je pense que je vous aurais pas cru. Sauf que le problème de Tyrion, c'est qu'il souffre du fait d'être le personnage préféré des fans. Car au bout d'un moment, on sent que les scénaristes ont du mal à correctement écrire Tyrion pour le rendre important, sans gâcher ce que le personnage a fait avant. Ça me fait tellement mal de dire ça, mais Tyrion, à partir du moment où il quitte Westeros et est recueilli par Varys, il flanche à vue d'œil. On parle d'un perso qui, dans les premières saisons, enchaînait masterclass sur masterclass, les répliques légendaires, le héros secret des guerres, ses punchlines contre Joffrey. I can't stand the wailing of women. Ouais. On fait ça passe-partout. I'm telling mother. Quel méchant. Qu'il est méchant. Son discours lors de son procès. On avait un personnage juste incroyable, de loin le meilleur de l'ICLU, le point fort, bah c'est les personnages. Puis vient le moment où il rejoint Daenerys et là ça devient un débile profond. Mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix. Militaire, obstiné à suivre son cœur plutôt que sa tête, lui qui avait pourtant toujours mis ses idées stratégiques avant le reste. Même sa trahison sur Varys sonne faux. Et puis, ce qui fait que pour moi c'est le plus gros défaut de cette fin de série, c'est que dans la saison 8, mais il n'y a rien qui va chez Tyrion. Et rien du tout. C'est un sale con. Le mec propose quand même, pour protéger les femmes et les enfants lors de la guerre contre les marchands blancs, de s'enfermer dans une crypte. Mais quel con! Mais quel con! Et le pire, c'est bien que Daenerys menace souvent de le faire brûler pour son incompétence, eh bien il est toujours protégé par le pouvoir de la plot armor. Le personnage subit le fait d'être trop populaire. Non mais dans quel monde tu penses que Tyrion peut raisonner sa sœur qui ne souhaite que sa mort depuis sa naissance? Pire personnage de la fin de la série. Je ne reproche pas son importance dans le dernier épisode car pour moi, ce sont ses dons d'orateur qui l'ont sauvé. Mais déjà que c'est difficile à justifier, le reste c'est juste pas possible. Voilà, c'était ce petit hors-série, enfin petit comme ça, bien sûr. Un peu plus comme ça. Sur Game of Thrones, j'avais très envie de faire cette vidéo sur Game of Thrones. Je suis très content d'avoir pu enfin donner mon opinion. Et je suis très content d'avoir pu parler d'autre chose. Comme vous l'aurez compris avec l'intro, désormais il n'y aura pas forcément que des arts martiaux sur cette chaîne. Je ne suis pas revenu que pour refaire des vidéos sur les arts martiaux ou pour faire que des facteurs films. Comme vous l'avez vu, je m'attaque à d'autres choses. Et comme vous l'avez vu également, le rythme de vidéo est désormais assez anarchique. Je ne vous donne pas de deadline pour des vidéos désormais. Vous pourrez peut-être compter une vidéo par mois, une vidéo par an, une vidéo par semaine, ça dépendra des fois. Donc, dans le doute, n'hésitez pas quand même à liker, partager, même favoriser, ça fait toujours plaisir de se dire que ce qu'on fait plaît. Je vous fais des bisous absolument partout et je vous dis à une prochaine. Nous n'avons pas été assez clairs. Nous parlons de votre reddition, non de la mienne. J'imagine que cela est difficile, de faire face à une nouvelle réalité. Votre règne est terminé. Mon règne ne fait que commencer. Dracarys.